écrit beaucoup en médecine. J'ai créé un enseignement universitaire de 3e cycle pour les médecins et pour les chirurgiens. Et en fait, je faisais partie de beaucoup de sociétés savantes médicales. Et dans les sociétés savantes en médecine, on a toujours tendance de terminer un congrès par une présentation historique. Et comme je fréquentais les sociétés savantes de maladies du pied, donc on m'avait demandé une fois de parler de la blessure du pied à Ratisbonne. Et le hasard a fait que j'ai fait en 2004, donc il y a 21 ans, j'étais dans un autocar pour visiter en fait l'île d'Elbe. Et dans l'autocar, à côté de moi, c'est inscrit Thierry Lenz, que je ne connaissais pas à l'époque. Et notre chauffeur de car s'est trompé de groupe. Il nous a fait traverser toute l'île d'Elbe pour aller dans une plage. Alors que nous, on devait voir la maison d'hiver de Napoléon. Donc on est resté près d'1 heure dans l'autocar. Et avec Thierry Lenz, on avait discuté, je travaillais déjà sur la mort de Napoléon, sur l'autopsie. C'était donc il y a 20 ans. Et il m'a parlé de Kaufmann. Il pensait que Napoléon était mort d'ennui, ce que j'ai démontré qu'il avait raison. Parce que j'ai montré que Napoléon est mort d'ulcères de l'estomac, qui sont des ulcères de stress, en particulier dus à l'ennui. Mais aussi, je lui avais parlé de cette histoire j'avais parlé du pied de Napoléon à Ratisbonne. Et il m'a dit, il faut envoyer ça à Jacques Jourquin, ce que j'avais fait. Jacques Jourquin, quand il a reçu mon article, il m'a téléphoné. Il me dit, c'est incroyable, j'ai eu l'impression que vous êtes rentré dans la tête de Napoléon. Parce que de la blessure du pied, j'ai démontré que Napoléon, ça va aboutir au divorce et au mariage avec Marie-Louise, avec des preuves historiques à toutes les étapes. Donc c'est là qu'on m'a dit qu'il fallait que j'écrive en histoire, et c'est comme ça que j'ai commencé, il y a 20 ans, à écrire. Maintenant, j'ai publié 3 livres en histoire, et puis des dizaines d'articles. Et donc ça, c'était la première rencontre incroyable. La deuxième, c'est avec une personne qui est ici, qui est une descendante directe de Jean-Noël Allais, de Mithilde Allais. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, j'ai fait beaucoup de diplômes. Et pendant 20 ans, j'étais employé à l'hôpital Henri Mondor de Créteil comme généticien pour les maladies héréditaires du globule rouge. Mais moi, j'adorais, je voulais être médecin généraliste. Donc, j'avais un cabinet en ville de médecine générale. Malheureusement, j'étais un des premiers médecins à utiliser la fétoscopie, la myosynthèse, biopsie de trophoblastes pour faire du diagnostic in utero. Il n'y avait pas de comité d'éthique à l'époque, donc on se débrouillait entre nous. Mais ce n'était plus compatible avec mon activité de médecin généraliste en ville. Et donc, il fallait une activité sur rendez-vous. Et j'ai choisi de faire du pied. Alors, je vous dis ça parce que j'ai appris la podologie, un diplôme à Cochin, avec les rhumatologues, en 80. Et en 86, j'ai décidé de créer mon propre diplôme. J'étais le premier médecin généraliste autorisé à créer un diplôme de 3e cycle sur les maladies du pied. C'était très spécialisé sur le pied du sportif. Et donc, comme le pied, il est impliqué dans toutes les spécialités médicales, je voulais savoir le premier jour de mon cours, j'avais 120 heures de cours, je recrutais que des professeurs agrégés. D'ailleurs, mon diplôme était le seul qui était autorisé sur les plaques et ordonnances, quelle que soit la spécialité. Parce que le pied, il est impliqué partout, avec des spécificités dans toutes les disciplines. Et donc, je vous raconte ça parce que quand je voyais le premier cours que je donnais, je demandais aux étudiants de me remplir une fiche. Et un jour, une étudiante, elle me met nom de jeune fille, Allais. Alors j'étais là voir et je lui ai demandé, mais vous avez un rapport avec le médecin de Napoléon? Et là, je me souviens toujours de ses yeux, comme si je débarquais d'une autre planète. Elle me dit, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a entendu parler de mon ancêtre. Et le hasard a voulu que je l'ai retrouvée. Vous avez parlé de mon livre d'abrégé. C'est elle qui avait, parce qu'elle est médecin, mais elle avait choisi de travailler chez l'éditeur Masson,
qui était le plus grand éditeur de livres de médecine. Et Masson lui avait donné comme mission de trouver des laboratoires pour en racheter mon livre. Parce que l'éditeur, quand il vend 200 livres, ça lui paye toutes les fournitures, et après, c'est que bénéfice. Et elle avait eu comme mission de trouver, je ne sais pas si tu avais trouvé des laboratoires. Ouais. Voilà. Donc, c'était la deuxième grande rencontre de ce soir qui explique que je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors là, je vais vous parler donc de Jean-Noël Allais, qui est son ancêtre. Alors, c'est comme j'ai mis sur la couverture, il était médecin, mais il était aussi savant. Et on lui doit énormément de choses. En fait, bon, aussi, il faut savoir que mon livre a eu le prix du meilleur livre d'histoire de la médecine 2024, au mois de décembre dernier, et également de la Société française d'histoire de la médecine. Alors donc, le médecin Jean-Noël Allais voit le jour au sein d'une famille de peintres très connus, puisque son grand-père, Claude Guy, était médecin officiel de Louis XV. Et après, il est passé à Louis XVI, et son fils, Noël Allais, à son tour, est devenu médecin de Louis XVI. Mais Noël, le père de Jean-Noël, était aussi directeur des Gobelins, à côté. Il y a eu beaucoup de cartons qui ont été faits, des tapisseries d'après ces tableaux. Et dans la plupart des domaines royaux, de Versailles, de tous les châteaux, même dans les églises, les cathédrales, il y a beaucoup de tableaux de la famille Allais. Et puis également, Louis XVI a demandé à Noël de s'occuper de l'Académie royale de Rome, qui était en déperdition. C'était un peintre qui gérait le domaine, mais il avait fait faillite. Et donc Louis XVI avait demandé à Noël d'essayer de redresser ce qui allait devenir la maison de Médicis. Et il a réussi en 4 mois, et ce qui lui a permis d'être anobli par Louis XVI avec un titre héréditaire. Alors j'en parle parce qu'en fait, le médecin était très très fier, et j'en parlerai après, de ce titre héréditaire de l'ordre de Saint-Michel. La famille Allais a eu 2 enfants. Là, vous avez des représentations de 3 tableaux qui sont dus au père. Donc à gauche, vous avez la mère qui est enceinte, qui joue avec Jean-Noël, qui a un peu plus d'1 an. La fille va naître donc à peu près 1 an après. Au milieu, vous avez Jean-Noël à 4 ans. Et on voit que c'est sa mère qui lui apprend beaucoup de choses. Parce que bien qu'ils habitent à côté d'un des plus grands lycées. Enfin, ce n'était pas un lycée à l'époque, c'était une sorte de collège jésuite qui va devenir d'ailleurs le premier lycée de France, premier que Napoléon va nommer lycée impérial, qui va devenir Louis le Grand. Ils habitaient juste à côté. Et pourtant, le couple décide de faire la scolarité à domicile. Et pour ça, ils vont utiliser l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et ils ont de la chance parce que Jean-Noël était un élève vraiment surdoué. Et tout l'intéressait. Donc au début, il s'est beaucoup intéressé, bien sûr, aux arts, parce qu'il était dans une famille. Et la famille vivait dans un quartier à Paris où il n'y avait que des artistes. Donc il était baigné là-dedans. Et en plus, c'était un très bon dessinateur et il était très bon dans les couleurs. Donc toute la famille pensait qu'il allait prendre la succession. Et le père aurait dû s'apercevoir qu'en fait, parce que son père essayait de lui apprendre, comme sa mère, vous voyez, là à 4 ans, elle lui enseigne déjà le dessin, mais en fait, il était très attiré par l'anatomie, parce que les peintres, pour peindre les personnages, ils avaient des notions très importantes d'anatomie avant d'habiller les personnages sur les tableaux. Et le père ne s'est pas aperçu que son fils, en fait, était surtout attiré par l'anatomie. Mais en plus, donc, de toutes les disciplines qui étaient dans le livre, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il était très doué en langue.
il était très doué en latin, en grec, et il parlait, il était capable de lire de l'anglais, de l'allemand, de l'italien. D'ailleurs, il s'en est beaucoup servi pour, on va voir, en médecine. Il s'est beaucoup inspiré de Franz, qui était le plus grand médecin allemand de l'époque. Il s'est beaucoup inspiré de ces notions, en particulier sur la santé publique et l'hygiène. On verra tout à l'heure. Alors c'est étonnant parce que j'ai retrouvé une critique de Diderot qui critiquait les tableaux de Noël à une exposition en disant que vraiment il n'aimait pas du tout ces tableaux. Et malgré tout, les donc, ont utilisé tous les écrits de Diderot et d'Alembert pour éduquer leurs enfants avec bien sûr des précepteurs. Et là, il a 18 ans, son troisième tableau. Alors, je fais un petit arbre généalogique de la famille. Donc, vous avez donc Noël, le père, Claude Guy, le grand-père. Et puis, de l'autre côté, du côté de la mère, c'est la famille Laurie. C'est une grande famille aussi, plutôt des notaires et des avocats. Mais dans la famille, le plus jeune des frères de la mère de Jean-Noël, qui s'appelle Anne Cher, c'est un médecin. Et on peut dire que c'est un des premiers grands médecins un peu scientifiques. D'ailleurs, c'est lui qui avait été appelé au chevet de Louis XV pour traiter la petite vérole de Louis XV. Et il avait un abord très scientifique de la médecine. Et vraiment, Jean-Noël est très vite attiré par cet oncle et qui va beaucoup l'aider, qui avait une des plus grandes bibliothèques médicales de l'époque. Et il lui donnait libre accès depuis ses 18 ans. Il pouvait aller lire tous les livres qu'il voulait. Et puis, Anne Charme n'était pas marié et il adorait la famille de sa sœur. Il était souvent chez les Hallé et donc il pouvait suivre les progrès du petit Jean-Noël. Alors Jean-Noël, finalement, décide en 1772 d'entrer à la faculté de médecine. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez, on voit toujours rue de la Bûcherie. Ça a été racheté par une fondation, mais il y a toujours cette colonne qui est visible. Quand à Paris, vous avez comme ça une rotonde avec plein de fenêtres, c'était des salles de dissection. Il y en a encore quelques-unes dans Paris. Et donc, il prend ses études de médecine dans cette faculté qui est à côté de leur lieu d'habitation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Louis XVI avait demandé à son père de s'occuper de l'Académie de Rome. Et Noël avait accepté à condition qu'il puisse emmener sa femme et ses 2 enfants. Et le roi a accepté. Donc Jean-Noël a dû arrêter ses études de médecine pendant 1 an. Et il a suivi donc ses parents. Mais ils en ont profité parce que, je veux dire, en 4 mois, son père a réussi à redresser les finances. Et après, ils ont fait des grands tours en Toscane, enfin dans une grande partie de l'Italie. Comme c'était que des artistes, ils adoraient tout ce qui était architecture, toutes les sculptures. Et il en a beaucoup profité pendant 1 an. Mais ça a de l'importance, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et là, un peu malheureusement pour lui, en fait, c'est une période où les médecins commencent à en avoir marre de la médecine de type Molière, avec leurs habits, leur langage un peu précieux. Et ils sont persuadés qu'on peut faire des progrès en médecine. Et celui qui lance ça, c'est Félix Vite-d'Azir, qui est le médecin de la reine. Et justement, il va créer la Société royale de médecine, qui va être l'équivalent de l'Académie actuelle et de toutes les sociétés savantes actuelles. Et celui qui l'aide, c'est Anne-Charles Laurie, qui est un de ceux qui l'aident. Puis après, il va y avoir Lassonne qui est le médecin du roi. Et puis, vous allez avoir 24 personnes, en fait, qui vont gérer cette société. Pas que des médecins, il va y avoir Necker, par exemple, qui était ministre des Finances, qui va s'occuper des finances. Vous allez avoir, dans plein de domaines,
des gens de très haut niveau qui vont adhérer à cette société savante. Malheureusement pour Jean-Noël, son oncle le fait rentrer dans la société alors qu'il n'a pas encore eu son diplôme. Il va l'avoir le diplôme qu'1 mois après, en septembre. Et à cause de ça, ça va lui causer des problèmes. Parce que comme c'était un des meilleurs étudiants de la faculté de médecine de Paris, ils étaient à peu près 4 ou 5, les meilleurs pouvaient continuer 1 an, les études de médecine c'était 4 ans à l'époque, ils pouvaient continuer 1 an de plus pour devenir docteur régent. Docteur régent, c'est ceux qu'on appelle maintenant professeurs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient travailler à l'hôpital et enseigner à la faculté de médecine. Donc Jean-Noël avait les compétences, donc il a fait 1 année d'études supplémentaires pour devenir docteur régent. Et quand il a terminé son année d'études, il envoie une lettre au doyen. Donc voilà, je voudrais être inscrit sur les listes pour devenir docteur régent. Et là, on lui a refusé. On lui a refusé parce qu'il y avait une compétition entre la faculté de médecine et la Société royale. Ils ne pouvaient pas du tout se sentir. Et ils faisaient tout pour se mettre des bâtons dans les roues. Ils empêchaient de se réunir. Enfin, alors qu'il y avait les médecins du roi et de la reine qui étaient à la Société royale. Et ça a été très loin, puisqu'il y a un ministre de Louis XVI qui a dû s'en mêler pour dire que ce n'était pas normal qu'on lui refuse le titre. Mais bon, 2 fois, Jean-Noël s'est présenté, 2 fois il a été refusé. Mais pendant cette période, il a eu la chance de se faire 2 amis qui ont été très très précieux pendant toute sa vie. C'est Antoine Fourcroy. Oui, donc Antoine Fourcroy, il a eu un peu le même problème. C'est-à-dire il est très vite, bon le deuxième, je vais vous le dire tout de suite, c'est Corvisart. En fait, Corvisart, Fourcroy et Halley, on peut dire que c'était les 3 meilleurs étudiants de la faculté de médecine de Paris à l'époque. Alors, ils sont tous fait une étude supplémentaire pour devenir docteur régent, mais Halley était refusé. Et Fourcroy, il allait être refusé, mais on lui a proposé, comme il était soutenu par des gens importants, s'il faisait un certificat comme quoi il renonçait à la Société royale de médecine, on allait l'accepter. C'est ce qu'il a fait. Il a signé un papier. Je ne rentrerai pas à la Société royale de médecine. Du coup, il a été nommé docteur régent. Alors, pour Corvisart, c'était une autre histoire pour devenir son ami. En fait, comme ils étaient très bons, Madame Necker avait décidé d'ouvrir un hospice rue Vaugirard. Et elle avait dit, vous engagez les 2 meilleurs étudiants qui viennent de terminer leurs études. Donc, Corvisart et Halley ont été engagés. Et un jour, Madame Necker décide de faire une visite. Et puis, lors de la visite, elle voit 2 jeunes au fond. Elle dit, mais c'est qui ces 2-là? On dit, c'est les 2 médecins qui ont été engagés. Et ils n'ont pas voulu mettre la perruque. Il y avait une perruque qu'on appelait perroquet, qui devait distinguer les médecins à l'époque. Et Corvisart et Halley ont refusé. Elle les a virés sur le champ. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les 2 meilleurs amis du monde. Vous le verrez à la fin. J'ai des preuves de ça. Mais en fait, c'est incroyable parce que, comme vous voyez, ils étaient nés, les 2 étaient nés en 55. Jean-Noël Halley était né en 54, mais il avait perdu 1 an. Donc ils ont tous fini leurs études en même temps. C'est pour ça qu'ils se connaissaient. Et puis, Jean-Noël était il adorait ses cheveux frisés. Il était persuadé qu'il avait des ascendances africaines et il était fier de montrer ses cheveux frisés. Alors en fait, Halley va travailler pour la Société royale de médecine parce qu'il faut savoir que c'était un travailleur incroyable. Je ne sais pas comment il faisait. Vous allez voir tout ce qu'il faisait en même temps, c'est inimaginable. Mais il a étudié des centaines de dossiers jusqu'à la fermeture de la Société royale, au moment de la période révolutionnaire. En 1993, toutes les sociétés ont été dissoutes. Mais au cours des quelques années où il a travaillé,
il a étudié pratiquement tous les thèmes importants de la médecine de l'époque, en particulier ce qu'on appelait les fièvres. Vous savez, à l'époque, tout ce qu'on appelait fièvre, c'est toutes les maladies qui n'étaient pas identifiées. Quand ce n'était pas identifié, on disait fièvre, puis on mettait un qualificatif à côté. Mais sinon, dans toutes les autres maladies, comme la gale, la goutte, le tétanos, tout ce qui était connu, il y avait sans arrêt des dossiers, parce que la Société royale de médecine, en fait, c'était comme je dis, une vingtaine de personnes, mais il y avait un réseau de 150 médecins. Et l'objectif de la création, c'était de dépister les épidémies. Et on devait trouver des moyens de les éviter et surtout de traiter quand c'était possible. Et donc, c'était des dossiers qui arrivaient. Il y avait 2 réunions par semaine et 2 réunions publiques par an. Et en fait, c'est souvent plusieurs médecins qui s'associaient pour traiter les dossiers. Et je ne peux pas détailler, mais vous voyez que Jean Noël a travaillé avec tous les grands médecins de l'époque, avec son oncle, Laurie, bien sûr, jusqu'à sa mort, avec Cocro, qui était son meilleur ami, mais qui est mort aussi rapidement, et puis surtout Fourcroy et Touré. Alors Touré, c'était le premier doyen de la faculté de médecine de Paris à cette période. Et comme le disait Cuvier dans son éloge, en fait, c'était un des membres les plus laborieux. C'est-à-dire que c'est lui qui participait à pratiquement tous les dossiers. Et Leroux, qui était le 2e doyen qui a succédé à Touré, a dit que c'était un des médecins les plus instruits et certainement le mieux instruit. Et comme il n'a pas pu travailler à l'hôpital, puisqu'il n'avait pas eu le titre de docteur régent, il a ouvert un cabinet en ville, à Paris, en 82. Et ça, il a continué toute sa vie, parce qu'après la Révolution, il a pu devenir professeur, mais il a toujours voulu avoir un cabinet où tout le monde pouvait venir le consulter. Mais sa passion, très vite, c'était l'hygiène. Il s'est très vite spécialisé pour, comme je vous ai dit, il s'était inspiré d'un Allemand, Franz, Peter Franz, qui était le plus grand spécialiste, c'est un Allemand, mais qui allait dans toute l'Europe, il faisait des conférences, et avait lu en allemand tous les écrivains, mais la plupart des livres étaient écrits en latin à l'époque. C'est comme ça que la plupart des médecins communiquaient, par le latin. Donc on l'avait chargé du méphitisme, c'est-à-dire de trouver des moyens pour traiter les égouts, les fosses septiques. Il avait travaillé, vous voyez, pendant 3 ans là-dessus. Après, il avait participé à l'encyclopédie méthodique, parce que le Pankow, qui était un des plus grands éditeurs sous la période de Révolution et Empire, a voulu demander à Diderot de rééditer l'encyclopédie qui était dépassée. Et Diderot avait refusé. Donc Pankow a décidé de créer sa propre encyclopédie, et là, Halley l'a beaucoup aidé. Il a non seulement écrit dans les livres médicaux, mais aussi il a écrit sur l'Afrique, sur des thèmes incroyables qui n'ont rien à voir avec la médecine. Et pour lui, on peut dire que c'était le premier qui a distingué l'hygiène publique qui était étudiée par Diderot et par Franz, mais il a aussi parlé de l'hygiène privée. Et donc pour lui, ce qu'il appelait l'hygiène, c'est tout ce qui évite, tout ce qui préserve la santé, qui évite de devenir malade. Donc c'est pratiquement toute la médecine actuelle. Quand vous voyez son cours, donc il a fait un cours toute sa vie à la faculté de médecine de Paris, et quand vous voyez tous les thèmes, c'est pratiquement toute la médecine actuelle. Alors il a été chargé de mission par la municipalité de Paris, d'abord pour essayer de trouver une solution pour la Bièvre. C'est comme ça, la Bièvre, il y a les gobelins, il y avait les teinturiers, tous les tanneurs qui déversaient tout dans le fleuve, puis vous aviez les laveries, enfin, tout allait dans le fleuve. Bon, il avait donné des directives. L'année d'après, il avait donné pour la Seine,
toutes ces directives, malheureusement, n'ont pas pu être appliquées parce que les caisses de la municipalité étaient vides. Et ça a été fait que des années après, par des étudiants de Halle qui ont fait des travaux et qui ont dédié à leur maître Jean-Noël Halle. Mais tout ce qu'il a, par exemple, au niveau de la Seine, dès qu'il y avait des crues, il y avait des quartiers de Paris entiers qui étaient inondés. Et après, c'était de la boue. Donc la première chose qu'il a demandé, c'est de construire des digues, des remparts pour que l'eau puisse être canalisée. Mais c'était fait bien après lui. Mais c'était dans toutes ces directives qu'il avait données pour éviter la pollution. Enfin, la pollution, le mot n'existait pas. Le mot est né sous Napoléon. Il a fait des publications sur les eaux minérales. Et puis, donc, il était rapporteur, comme je vous ai dit, de très, très nombreux dossiers d'études. Alors, quand la Révolution décide d'interdire tout ce qui était formation, tous les gens devaient être au même niveau. On n'avait pas le droit d'étudier. Toutes les sociétés savantes avaient été dissoutes. Et donc, si vous vouliez être médecin, il suffisait d'acheter la patente médecin, et puis vous pouvez prendre un local et mettre la plaque. Et il y a eu énormément de morts à Paris, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui avaient pris la plaque. Et il n'y avait qu'une société qui était encore fonctionnelle, qui était la Société philomatique de Paris, qui avait été créée par deux jeunes qui étaient passionnés de sciences et qui aimaient discuter. Ils étaient 5-6, c'était comme une association. Mais à cette période où tout était interdit, tous les savants, tous les médecins se sont aperçus que comme ces sociétés avaient le droit d'exister, on pouvait discuter. Et comme vous voyez, j'ai retrouvé les premiers membres de cette société. Les premiers qui n'étaient pas dans les créateurs, c'est Fourcroy et Halley. Mais après, vous avez des tas de noms connus comme Monge, qui était le plus grand mathématicien de l'époque. Vous avez Cuvier, vous avez Larrey, Chaptal, Lacépède. Beaucoup de noms très connus, après, ont adhéré à cette société parce que c'était la seule où les gens pouvaient discuter entre eux et faire des progrès. Et au bout de... en 1996, au bout de 3 ans, Halley est devenu le président élu de cette société philomatique. C'était Sylvestre qui était le créateur, qui était un bibliothécaire du roi. Comment ? Philomatique, ce qui t'intéresse à plein de sujets, justement. Mais c'était très orienté scientifique à l'époque. Les deux qui ont créé, les 3 qui sont mis après, ils voulaient discuter de science. C'est la science qui les attirait. Alors, je vais parler justement des aspects de Halley dans la science. Et là, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'ils faisaient tout en même temps. Alors, j'ai fait en période, vous voyez, 94 à 99, avant le coup d'État de Napoléon. Mais Halley faisait tout. D'ailleurs, il faut remarquer qu'Halley, je crois, c'est un des seuls médecins de haut niveau qui a commencé sous les rois, sous Louis XVI, à exercer, et il va terminer sous Louis XVIII. Mais même pendant la Révolution, il va exercer. J'en parlerai après. Donc les premières choses au début, bien sûr, c'était pour la Société royale de médecine. Et il va s'intéresser à l'électricité. Alors j'ai trouvé que c'est à partir de 1984. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, le premier médecin qui s'intéressait à l'électricité, c'est Marat. Marat a eu des prix internationaux sur ses études sur l'électricité, mais il s'intéressait à l'électricité en tant que physicien. Alors que Halley était persuadé que l'électricité pouvait jouer un rôle sur le corps humain. Donc c'est le premier qui s'intéressait à ça. Et ça, c'est un dessin de Jean-Noël Halley qui est dans l'encyclopédie créée par Pankow, où bien sûr, c'est Halley qui a fait le chapitre électricité. Alors, Benjamin Franklin s'intéressait, il était américain, mais il était souvent de passage
en France, et il s'intéressait aussi à l'électricité. Et il avait demandé l'autorisation d'assister aux expériences de Halley, et il l'avait obtenu. Alors il faut savoir qu'à l'époque, l'électricité, c'était en fait à partir de condensateurs, ce qu'on appelait les bouteilles de LED. Donc c'est une électricité qui est emmagasinée, on appuie sur un bouton et il y a une décharge brutale. Donc les bouteilles de LED étaient utilisées dans les foires, surtout pour distraire. Mais Halley a décidé de l'utiliser en médecine, et c'est le premier d'ailleurs qui va traiter une paralysie faciale avec une décharge électrique, et ça va marcher. C'est le premier, on peut dire, qui a lancé l'électrothérapie. Et puis après, heureusement, il y a eu Volta qui a créé les piles. En particulier, il y a eu 3 piles à Paris, enfin 2 qui étaient une à Polytechnique, une au Collège de France, et la 3e à la faculté de médecine de Paris. Alors il faut savoir qu'Halley, on le verra à la fin, était très très riche, parce qu'il a hérité de ses parents, grands-parents, et il avait une fortune personnelle, et il avait équipé la faculté de médecine d'un véritable laboratoire. Et il testait tout dans son laboratoire. Et il pouvait faire des expériences d'électricité en chimie, plein de domaines. Il a travaillé comme chimiste. Et ça, c'était la création, l'ouverture de l'école des arts et métiers, où il travaillait avec Lavoisier. Ils ont beaucoup travaillé tous les deux sur la respiration et l'oxygène. Et il avait essayé de sauver la tête de Lavoisier. C'est le seul qui avait... il avait vraiment écrit un mémoire qu'il avait donné à tous les membres du jury pour dire tout ce qu'on devait à Lavoisier. Et malgré ça, malheureusement, comme il était fermier général, il a été guillotiné. Mais Halley a continué à s'intéresser à l'électricité. Et en 1998, d'ailleurs, il a traduit un des plus grands livres qui était écrit par un Anglais, Goodwin, en français. L'année d'après, il a été choisi par l'abbé Grégoire pour, quand les révolutionnaires ont décidé de recréer des formations et une éducation, on l'avait sélectionné, on l'avait choisi pour faire partie du jury de sélection des livres scolaires. Et puis, bien sûr, il était quand même médecin, mais il continuait toujours d'être physicien et chimiste en même temps. Et quand Fourcroy a eu l'autorisation de réouvrir des écoles de médecine, il y en a eu 3, une à Paris, à Strasbourg et Montpellier, celle de Paris était la plus importante. Et on a donné à Halley, enfin c'est surtout Fourcroy et Touré, qui étaient le premier doyen, ils lui ont créé sur mesure la première chaire d'hygiène. Mais en même temps, il avait la chaire de physique médicinale. Et on lui avait associé un adjoint. Le premier adjoint était Pinel. Le deuxième était Cabanis. Après, il y a eu Desjonnette et enfin Percy. Et en fait, très vite, les révolutionnaires ont dit on ne peut pas garder un maître et un adjoint. Donc, au bout de quelques années, ils étaient tous au même niveau. Mais Pinel a décidé de s'intéresser plus aux aliénés. Cabanis s'intéressait plus à la politique et à la sociologie. Et par contre, Desjonnette et Percy ont été longtemps avec lui. En particulier Percy, il faut savoir que je l'adore, pour moi c'était le meilleur, et Napoléon aussi. Il adorait Percy, mais il n'aimait pas l'arrêt du tout, contrairement à ce qu'on pense. Et parce que Percy et Halley, c'était à peu près les mêmes types d'hommes. Alors que l'arrêt, il était plutôt comme Corvisart. C'est des gens qui aimaient bien les honneurs, qu'on parle d'eux, avoir toujours raison et de gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'était pas du tout le cas de Percy et de Halley. Et puis, en 1995, il est élu à la première classe de l'Institut. Enfin, il est coopté à l'époque, parce qu'il venait de rouvrir l'Institut. Donc, il ne pouvait pas être élu. Normalement, il fallait être opté par deux personnes, mais à l'ouverture, ce n'était pas possible. Donc, il a été coopté. Et il était toujours, en fait, intéressé par l'électricité et la chimie,
qu'on appelait la chimie, c'est surtout ce qu'on appelait les remèdes secrets, qui devaient étudier pour dire si ça a un intérêt ou pas. Et dans cet institut, va entrer en 97 Bonaparte. Et dans la même classe, la première classe, Bonaparte était rentré dans la mécanique, mais Halley était dans la médecine. Mais c'était la même classe, ils avaient des réunions en commun. Mais on va voir après, ils se connaissaient tous les deux. Pendant la période révolutionnaire, comme je vous ai dit, Halley, c'était le seul qui continuait à exercer. Donc il allait dans les prisons. Il a soigné Joséphine de Beauharnais. Et d'ailleurs, Joséphine, quand elle est sortie de prison, elle l'a gardée comme médecin traitant pour elle et ses 2 enfants. Et puis, en 1995, donc, comme je l'ai dit, on lui a attribué la chaire d'hygiène qui va exercer jusqu'à sa mort, parce qu'il pensait, il y a une petite intervention, il pensait en sortir. Malheureusement, il va mourir après une intervention. Mais toute sa vie, il va enrichir son cours sur l'hygiène. Alors, il faut savoir que j'ai fait ma première année de médecine, j'étais à Créteil, mais la fac n'était pas construite. Et j'ai fait ma première année dans cet amphi, dans cet immeuble. Donc je le connais par cœur. Et puis, normalement, au Collège de France, c'était Corvisart qui avait le titre, mais il avait beaucoup trop de choses à faire et souvent, il déléguait le cours à Halley. Et puis, Halley va participer à toutes les sociétés savantes qui vont être créées après la Révolution. En particulier, la Société de médecine de Paris, qui va remplacer la Société royale. Il va y avoir la Société d'émulation. Mais dans toutes les sociétés, Halley était un des fondateurs ou un des membres. Et il travaillait, mais il n'était pas seulement adhérent pour mettre son nom. Dès qu'il rentrait dans une société, il faisait du travail. La période napoléonienne, donc comme je l'ai dit, Percy s'entendait bien avec lui, et je trouve la plus belle formule qu'il avait trouvée pour Halley, c'est l'arbitre et le flambeau. Et c'est vraiment le cas. Alors, par exemple, le consul Bonaparte est un peu embêté parce qu'il y a des bruits comme quoi il y a la peste qui se répand en Espagne. Donc il demande à Corvisart de s'en occuper. Corvisart, bien sûr, demande à Halley. Mais c'était presque toujours comme ça. Hein. Quand Napoléon demandait quelque chose à Corvisart, Corvisart transmettait à Halley. Et donc Halley étudie, il dit non, ce n'est pas la peste, c'est une fièvre jaune. L'année d'après, il y a une grippe très importante, où là, il y a beaucoup de décès parmi les personnalités, des divas, des écrivains. Enfin, il y a eu une mortalité importante. Là, pareil, on demande à Corvisart de s'en occuper, et Corvisart demande à Halley de l'aider. Et là, je ne sais pas si c'est par ses expériences dans son laboratoire, par une intuition, il décide d'utiliser la spirée de la reine des prés. Et vous savez que c'est encore utilisé. À notre époque, on utilise la spirée Calcis phaedalia parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans. C'est-à-dire c'est de l'aspirine. Et il a fait baisser des fièvres avec cette plante. Et c'est un des premiers à la tester. Et puis alors le plus beau, c'est ça qui pour moi est le maximum, c'est grâce à Chantal Prévost qui m'a trouvé l'article, cet article de référence qui m'a permis de comprendre la mort de Napoléon. Parce qu'en fait, cet article relate une histoire dans une mine d'anthracite en France. Il y a 3 galeries. Et dans une des galeries, il y a une hécatombe des mineurs qui meurent les uns après les autres. Et on ne sait pas pourquoi. Donc quand il y a des cas comme ça incroyables, c'est ce qu'on a envoyé à la Société royale de médecine. Bon, elle n'existe plus, on l'envoie à la faculté de médecine de Paris. À la faculté de médecine de Paris, dont je vais montrer l'immeuble, il y avait des lits d'hospitalisation, des laboratoires, on faisait des autopsies, on faisait tout sur place. Et donc, Halley, bien sûr, c'est lui qu'on charge du domaine, et il demande d'envoyer 4 mineurs avec un médecin et leur dossier. Et là, il teste des médicaments, malheureusement, il y en a un qui meurt, et il fait l'autopsie.
Et quand j'ai lu l'autopsie, c'est exactement l'autopsie de Napoléon. C'est-à-dire les muscles rouges sont blancs, parce qu'il n'y a pratiquement plus de sang dans le corps. Les vaisseaux autour du cœur, il n'y a plus de sang, au niveau de la aorte, les grands vaisseaux. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de lire l'autopsie de Napoléon. Et j'ai compris, parce qu'en fait, Halley a créé à l'occasion de cette autopsie, pour lui, la mort de ce mineur était liée au fait qu'il n'y ait plus de sang dans le corps. Et c'est pour ça qu'il a écrit le mot anémie. Alors, c'est un mot que tout le monde connaît à notre époque, mais je ne m'étais pas rendu compte que dans tout ce que j'ai lu pendant une trentaine d'années sur la mort de Napoléon, aussi bien anglais, français, jamais on parlait d'anémie. Alors pour moi, c'était évident qu'il avait une anémie. Il était toujours pâle, tout le monde était choqué par la pâleur de ses traits. Dès qu'il faisait un petit exercice, il fallait qu'il se repose. Enfin, c'était évident qu'il avait une anémie gravissime. Et c'est ça qui l'a tué. Et je l'ai découvert grâce à Halley. Autre domaine où il a été incroyable, c'était pour la variole. C'est le premier à avoir lu le texte de Jenner. Et comme je vous ai dit, il ne croyait rien. Comme Jenner avait décrit toutes ses expériences, Halley les a reproduites dans son laboratoire à la faculté de médecine de Paris, et il a vu qu'il avait raison. Et il va se battre pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avec le Covid, à la télé, tous les grands professeurs qui se contredisaient pour le vaccin, pour le Covid, les médicaments. Beaucoup de grands patrons ne croyaient pas au vaccin, mais alors à l'époque, pratiquement aucun médecin ne croyait au vaccin. Et donc, Halley a dû se battre pendant 12 ans, jusqu'à la fin. Il a décidé de publier un petit livre qui est à nouveau publié par la BNF, comme tous les grands livres de l'histoire. Et là, il a contredit tous les médecins, tous les arguments qu'ils avaient, il les a contredits un par un. Et c'était la fin de la lutte antivariolique. D'abord, il a fait vacciner ses enfants, et puis il a convaincu par Joséphine, parce que Joséphine était un fidèle, est resté fidèle à Jean Halley, à Jean-Noël Halley. Donc il a continué à la voir, il a persuadé Napoléon à faire vacciner le roi de Rome à 1 mois et demi. Et Napoléon avait voulu rendre obligatoire pour toute l'armée. Et quand on voit les taux de mortalité, grâce à la vaccination, la mortalité infantile qui était à peu près de 3 enfants sur 10 qui n'atteignaient pas l'âge adulte, grâce au vaccin, c'est descendu à moins de 2. On peut dire que c'était un pionnier en médecine préventive. Alors j'aime beaucoup aussi la phrase qu'il utilisait. Il disait que la médecine du symptôme doit toujours être subordonnée à celle de la maladie. C'est peut-être pas clair, mais c'est une phrase essentielle. Avant la Révolution, en fait, les médecins soignaient les symptômes. Donc la plupart des consultations médicales, ça faisait par courrier. Et on pouvait mettre un billet dans une enveloppe, envoyer un spécialiste qui renvoyait le traitement. Et Halley était un des premiers qui a dit non, il faut s'intéresser aux malades et à la maladie, et pas seulement aux symptômes. Mais ça, c'était une révolution. Et donc c'est pour ça qu'il a participé activement à la réforme des études de médecine à partir de 1804, mais également avec la pharmacie, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, avec Parmentier et Deyeux, qui était le pharmacien de l'empereur. Et puis, en fait, une des premières choses pour lesquelles il s'est battu avec les autres, c'est de réunir les médecins et les chirurgiens avec des études et un diplôme commun. Alors ça vient aussi du fait que ce fameux bâtiment, là où j'ai fait ma première année, à l'origine avait été accordé par Louis XV aux chirurgiens qui voulaient se séparer des barbiers et des rebouteux. Enfin, il y avait des formations de médecins et tout le reste, c'était une formation où il y avait un peu de tout. Et les chirurgiens ont voulu avoir leur propre formation, propre diplôme. Mais après la Révolution, quand Fourcroy doit réouvrir une école de médecine,
on lui dit il faut reprendre l'ancienne faculté, mais qui était vraiment en ruine. Et Fourcroy, et puis Corvisart, Hallé, enfin tous les grands de l'époque, ont dit non, nous on va prendre le bâtiment qui était réservé aux chirurgiens. Mais en compensation, on va faire un diplôme commun, ce qui a été accepté. Aussi, un des grands domaines qu'on doit aller, c'est qu'il a dit que pour être médecin, il fallait connaître de la physique et de la chimie. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai fait mon diplôme, je me suis inscrit en 70 après la réforme Debré, et c'est en 68 en France où la science devenait importante en médecine. Avant, ceux qui faisaient une médecine, c'était plutôt des latinistes, des latins, c'était ceux qui étaient forts en latin et en grec. Mais à partir de 68, c'était fini. Il fallait être très fort en médecine. Il était aussi d'accord avec Cabanis qu'il fallait apprendre la médecine au lit du malade et tenir un dossier médical. Il était d'accord avec Corvisart qui voulait créer une élite médicale. Il a créé d'abord le concours d'externat, puis le concours d'internat. Puis, mais ça, ils n'ont pas eu tellement le temps de le faire, de refaire un jury et une thèse. Mais il était tout à fait pour. Et puis, bien sûr, d'accord avec Bichat, que c'est l'époque où systématiquement, dès qu'il y avait un patient qui mourait, on ne savait pas pourquoi, on faisait l'autopsie pour essayer de comprendre et de relier les symptômes à ce qui était observé à l'autopsie. Alors, pour revenir entre les accords, enfin la connaissance entre Napoléon et Hallé, on trouve un texte dans les éloges de Dubois où il dit, enfin Napoléon l'a répété à plusieurs personnes à plusieurs moments, qu'au début, quand il avait commencé à avoir des problèmes abdominaux, quand il était consul, il a mis longtemps à hésiter à avoir un médecin. Il avait fait venir Su, il avait fait le Portal, Desgenettes, puis ça ne lui plaisait pas. Parce que Napoléon n'aimait pas beaucoup les médecins et encore moins les médicaments. Et malheureusement, tous, il leur proposait des ordonnances à n'en plus finir, donc il les renvoyait. Et à un moment, il a hésité de prendre Hallé ou Corvisart. Hallé, certainement, qui avait été proposé par Joséphine. Et puis, au début, Hallé, d'abord, il ne croyait pas à la médecine. Et il était persuadé qu'un bon médecin ne devait s'occuper que de médecine et qu'il ne devait rien connaître en sciences. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, en fait, j'ai préféré Corvisart à Hallé, parce que Corvisart ne savait même pas ce qu'était un triangle équilatéral. Mais en fait, Napoléon va évoluer au cours du temps. Mais c'est par son contact avec Hallé. Hallé va le persuader petit à petit que la science est indispensable pour faire un bon médecin. Et la deuxième phrase que j'ai trouvée qui est incroyable aussi, parce que je me demandais pourquoi est-ce que Napoléon n'évoquait pas Hallé à Sainte-Hélène. Ben, en fait, il l'avait évoqué. Dans le trajet vers Sainte-Hélène, il a beaucoup de discussions avec un Anglais, Warden, qui était un chirurgien à bord. Et en fait, on a les textes donc rapportés par Warden, mais comme Napoléon le disait lui-même, on y traduisait souvent très mal, parce que Warden ne comprenait pas du tout le français. Donc il y a eu toujours un traducteur. Et en fait, j'ai retrouvé une phrase où typiquement, il parlait de Hallé. Alors cette phrase, oui, « Durant ma vie, j'ai connu qu'un homme dont les diagnostics fussent infaillibles. Il s'appelait Dubois. Jamais il ne se trompa sur la nature ou le siège du mal, mais chose curieuse, il ne savait jamais ce qu'il devait prescrire. Aussi se refusa-t-il toujours à traiter les malades dont il reconnaissait si parfaitement les maux. » Et ça, il n'y a qu'un médecin pour lequel cette phrase s'accorde, c'est Hallé. Parce qu'Hallé, comme je l'ai dit, avait peut-être pas dit, mais une connaissance encyclopédique de la médecine. Et dès qu'il hésitait entre 2 ou 3 diagnostics, de peur de nuire aux patients, il préférait ne rien prescrire. Et c'est pour ça qu'on le critiquait beaucoup pour ça. Parce que des fois, il ne pouvait pas décider, donc il ne prescrivait rien. Et bon, il y a eu une traduction
qu'on attribuait à Dubois, mais Dubois, Napoléon le connaissait bien. C'est celui qui avait pris comme accoucheur, mais certainement qu'il n'a pas confondu Dubois et Hallé. Mais c'est dans les traductions, je pense qu'il y a une erreur. Alors, quand Napoléon demande à Corvisart de créer une maison médicale, bien sûr, Corvisart, celui qui nomme comme médecin ordinaire, c'est son ami Hallé, c'est évident. Alors, j'étais aussi étonné parce que la plupart des premiers qui ont été nommés sont tous devenus barons, mais pas Hallé. Parce que je l'ai dit, en fait, Hallé était très fier de son titre héréditaire de son père, le titre royal, de chevalier royal. Et franchement, il n'aimait pas beaucoup Napoléon. Il aimait beaucoup plus les rois que l'empereur. Et donc, j'ai retrouvé qu'il avait reçu des lettres patentes, mais qu'il n'a jamais été les chercher. Et surtout, il y avait tout un cérémonial à faire, avec des courbettes et tout. Et ça Hallé était plus vieux que Napoléon, et il refusait de faire ça. Donc, il n'a jamais été chercher les lettres patentes pour devenir baron. Mais il aurait pu l'être. Alors, Napoléon, en fait, pour lui, dès qu'il n'a pas eu beaucoup de problèmes pendant son règne, mais dès qu'il a un petit problème, il demandait à Corvisart. Par contre, pour toute la population, il s'adressait à Hallé. Dès qu'il y avait une discipline nouvelle qui apparaissait, comme théorie de Gall, Mesmer, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, dès qu'on trouvait des nouvelles maladies et des nouveaux remèdes, c'est toujours Hallé qui demandait un rapport. Donc il y avait des contacts réguliers entre Hallé et puis Napoléon. Et puis enfin comme je vous ai dit, Hallé remplaçait souvent Corvisart au collège impérial en 1805, et finalement Napoléon lui a donné le titre. Donc il a remplacé à la demande de Corvisart. Corvisart disait « j'ai trop de choses à faire ». Il était médecin du gouvernement et il dirigeait la maison médicale impériale. Donc il a confié... Alors ça c'est important parce que Hallé s'opposait aux théories d'Hippocrate. Et avant la Révolution, on était encore sous le règne de la médecine hippocratique, avec les 4 humeurs, l'équilibre des humeurs. C'est pour ça qu'on faisait des signets, qu'on donnait des vomitifs, des laxatifs. Quand il y avait un déséquilibre des humeurs, il fallait rétablir l'équilibre. Aller démonter tout ça, il a dit, mais ça, c'est pas scientifique du tout. Et donc, il a pu mettre fin à la médecine hippocratique grâce à Napoléon en 1805. Et puis, autre chose, là, je viens de terminer un livre, La médecine vue par Napoléon. Napoléon était un passionné d'anatomie humaine. Et il avait découvert Fontana, un Italien en Toscane, qui faisait des humains en cire, mais chaque partie pouvait être enlevée et on pouvait voir ce qu'il y avait dans le corps en différentes profondeurs. Et ça, Napoléon avait adoré, et il avait demandé d'ailleurs d'en fabriquer un, alors qu'il était général à l'époque. Et dès qu'il a eu un peu de temps, il s'est penché sur l'enseignement de la médecine, et pour lui, la base, c'était l'anatomie. Donc, il a demandé à tous ces médecins de haut niveau, est-ce que vous pensez que ça peut être utile de créer, comme faisait Fontana en Toscane, qui était mort depuis, de faire ce qu'on appelle une école de chiroplastie. Ils ont tous accepté, et donc Napoléon a créé à Rouen la première école de chiroplastie. Alors, là, très vite, au bout de 3 ans, ça a dû fermer parce que c'est un beau-frère de doyen de Paris qui devait le gérer et qui l'a très très mal géré. Ça a déplu à Napoléon, il a décidé de la fermer. Mais tout ce qui avait été créé, il y a encore des restes, en particulier à Montpellier. Vous avez l'occasion de voir le musée de la médecine de Montpellier, où vous verrez beaucoup de choses qui ont été fabriquées sous l'époque de Napoléon. Bien sûr, Napoléon lui a confirmé son poste de professeur de la chaire d'hygiène, de physique. Il lui a même rajouté l'épidémiologie. Napoléon aimait beaucoup les statistiques. Il aimait savoir ce qui se passait dans le pays. Et ça, c'est Hallé qui s'en occupait. Et puis, bien sûr, il a été nommé
professeur. Alors là, hein, je vous ai dit que j'ai travaillé comme généticien à Henri Mondor, et on a eu un des meilleurs professeurs de génétique et de biochimie de France, qui est maintenant, il est membre de la société, l'Académie des sciences, et il m'a fait un papier pour que j'ai accès à toutes les archives. J'ai pu consulter, pas les 200, mais presque, aller assister à peu près plus de 200 séances, mais il assistait, mais quand il n'y en a qu'un qui posait des questions, c'était lui. Il est toujours dans les comptes rendus. Allez à préciser ça, allez à dire ça. Enfin, c'est incroyable. Non seulement il assistait, mais il participait activement à tout ça. Donc j'en ai lu pas mal. Et d'ailleurs, il a été élu président en 1813. Et puis il a partie de la commission de salubrité pour le problème de typhus qui est en 14. Alors là, la famille, je crois que je dépasse un peu, ouais. La famille impériale. Donc il a dû traiter le frère de Napoléon, Louis, là encore à la demande de Corvisart, parce que Corvisart ne savait pas du tout ce qu'avait Louis, et il a demandé à aller de s'en occuper. Pareil pour Élisa. En fait, Élisa, elle voulait ouvrir je ne sais plus comment on appelle ça, des réunions chez son frère de scientifiques, de littéraires, et elle ne savait pas comment attirer les gens de l'ancienne noblesse. Et donc, elle a eu l'idée d'inviter Allais. Ils sont devenus amis. D'ailleurs, quand Napoléon avait demandé, parce qu'il avait des grandes ambitions pour Élisa. Pour lui, c'était une femme, enfin un corps de femme avec une tête d'homme. Il pensait que c'était elle qui pouvait gérer un territoire énorme. Mais le problème, c'est que ses deux premiers enfants sont morts en bas âge. Donc Napoléon a demandé l'autopsie du deuxième, et Allais a dit non, il n'y a rien d'héréditaire, il n'y a rien de catastrophique, elle aura des enfants. Et quand elle est tombée enceinte, et que Napoléon lui a donné la Toscane, en partie, elle a demandé à son frère de le libérer de ses obligations comme médecin ordinaire pour qu'il vienne avec elle en Toscane, et Napoléon a accepté, à condition qu'elle accepte qu'il vaccine tout le duché de la variole, pour pouvoir étudier l'évolution de la vaccination, ce qui a été fait. Et le troisième, c'est Pauline. Là aussi, Pauline, là, c'était le médecin de Pauline, qui est le médecin qu'elle a eu, qu'elle avait gardé depuis la mort de son mari à Haïti. Elle l'avait gardé, mais le médecin était un peu débordé. Et pareil, il a demandé à Corvisart, et Corvisart, malheureusement, ne pouvait pas. Donc, il avait demandé à Allais de s'en occuper, et il est devenu un des médecins de Pauline, avec un rapport énorme sur les pathologies de Pauline. Je n'ai pas le temps de détailler. Donc, comme je vous ai dit, pour les impératrices, donc, il était ami avec Joséphine. Il allait souvent rendre visite à Joséphine, et on le sait par la première femme de chambre qui adorait écouter les conversations. Joséphine lui avait donné l'autorisation de rester, et elle adorait les discussions entre Jean-Noël Allais et Joséphine. Je ne sais pas si vous savez, ça c'est un épisode connu, quand Napoléon, justement, après la blessure du pied, je vous ai dit, Napoléon avait décidé de divorcer, mais il a mis du temps à l'annoncer à Joséphine, et quand il lui a annoncé, Joséphine a simulé une perte de connaissance. Parce que, donc, ils ont dû la monter dans sa chambre, mais celui qui la prenait par les aisselles la serre un peu trop, et elle lui a dit vous m'étouffez. Donc, elle n'était pas du tout dans les pommes. Napoléon ne savait pas, mais il avait peur que le jour où elle devait lire la lettre comme quoi elle renonçait au titre d'impératrice, qu'elle fasse un malaise, ce qui a eu lieu. Et Napoléon avait demandé à Corvisart de prévoir une unité de réanimation. Et bien sûr, Corvisart a demandé à aller à Ivan, qui était le chirurgien ordinaire. Et puis pour Marie-Louise, Napoléon avait demandé à Allais, juste avant l'arrivée de Marie-Louise, de lui créer sa maison médicale, rapidement. Alors la restauration, c'est presque fini.
Louis XVIII l'a pris pour lui aussi. Il lui a demandé d'organiser sa maison médicale, mais il n'était pas médecin de Louis XVIII. Il devait coordonner. Il était médecin de la famille de Louis XVIII. Louis XVIII avait le père Élysée, qui était son médecin. Et d'ailleurs, Jean-Noël Allais s'est opposé au père d'Élysée parce que Louis XVIII, ce qu'il voulait, c'est faire disparaître tout ce que Napoléon avait créé. Et en particulier, en médecine, il voulait recréer 2 diplômes, un pour médecin, un pour chirurgien. Le seul qui s'y est opposé, c'est Allais. Et comme il avait l'écoute de Louis XVIII, eh ben ils n'ont pas fait la scission entre les deux, ce qui existe encore actuellement en France. Il n'y a qu'un seul diplôme commun entre médecin et chirurgien. Un enseignement commun, un diplôme commun. Par contre, la seule chose qu'Allais aurait aimé recevoir de Napoléon, c'était le rapport d'Égypte, tous les schémas, tout ça. Et Napoléon ne l'a pas fait. C'est le roi qui lui a offert ce qu'il rêvait d'avoir depuis très longtemps. Comme c'était un grand scientifique, mais aussi qui adorait les arts, l'architecture et tout. C'est un livre qu'il aurait adoré avoir, mais qu'il a eu à la fin, mais par le roi. Grande chose qu'il a fait aussi, c'est la réforme du Codex. Le Codex, c'est le livre de référence de tous les traitements qui existaient à l'époque. Alors, le premier livre qu'il a écrit, c'est en latin. Ça a été traduit un an après en français. Mais c'est Allais qui a créé le nouveau Codex, l'ancêtre de ce qu'on appelle le Vidal actuellement en médecine. Et puis, après, c'est la famille d'Artois qui lui a demandé, comte d'Artois, qui allait devenir Charles X. Et dans la famille comte d'Artois, il y avait aussi la duchesse de Berry, dont le mari avait été assassiné en début d'année, et elle était enceinte. Et elle avait demandé à Allais de s'occuper de sa grossesse. Mais Allais a dit, donc, je suis trop vieux. Et il lui a conseillé un jeune médecin qui était un de ses élèves, qui l'adorait, qui était Laënnec. Mais c'était incroyable, parce que Laënnec, il était déjà un peu malade, il n'était pas sûr de lui. Donc Allais avait pris un rendez-vous avec la duchesse de Berry, avait loué une voiture, il était passé prendre Laënnec, et il l'avait emmené chez la duchesse de Berry, et ils ont discuté. Il ne voulait pas devenir le médecin de la duchesse de Berry et de suivre la grossesse. Elle a dû lui certifier qu'elle ne tomberait pas malade. Et là, il a accepté, mais malheureusement, il est mort vraiment peu de temps après. Mais c'est Allais qui a imposé Laënnec et surtout le stéthoscope. Alors, à la Restauration, là, il y a la création de l'Académie de médecine. Alors, vous savez, sous la coupole, il y a toutes les phases importantes de l'histoire de la médecine. Donc, par exemple, là, à droite, vous avez la Société royale de médecine, l'Académie ancienne de chirurgie royale, et bien sûr, au milieu, c'est ce qui a été retenu sur la période napoléonienne. Et d'après vous, qu'est-ce qui a été retenu ? C'était la variole. C'était la grande découverte de la période napoléonienne. C'était la lutte contre la variole qui avait fait des progrès énormes en médecine. Et puis, comme je vous avais dit au début, que j'ai la preuve que Corvisart le considérait Allais comme le meilleur, c'est que Corvisart, lui, il s'était beaucoup intéressé dans tout ce qu'il a créé. Parce que Corvisart, il a très peu écrit, il a surtout traduit des livres. La plupart de ses livres ont été écrits par des étudiants. Il préférait... en fait, c'est un sale type. Il avait des papiers à la police, il organisait des orgies sexuelles, il a fait des accidents vasculaires, après il organisait des orgies culinaires. Je suis en train d'écrire un article pour la revue, une revue importante en médecine. On m'a demandé d'écrire sur Corvisart, où je voulais écrire que cet aspect-là de Corvisart qui n'est pas connu. Il avait mis enceinte une veuve, parce qu'il pensait qu'elle était très riche, parce qu'elle avait des terres aux États-Unis. Manque de peau, bien sûr, avec les bateaux anglais, elle a fait faillite, donc il a divorcé, mais l'enfant est mort. Mais c'est vraiment un sale type.
Il aimait l'argent, il aimait les honneurs, il collectionnait les tableaux, tous les objets qu'il trouvait curieux. Il avait un véritable musée des curiosités. Mais c'est pour ça qu'il ne trouvait jamais le temps d'écrire. Ça, Napoléon a de la chance, quoi. Il n'a jamais rien écrit sur les petits problèmes de santé qu'avait Napoléon. Mais tout ce qu'il a créé en France, l'institution des études de médecine, il les appliquait à Stoll, qui était aussi un médecin allemand. Et d'ailleurs, en 1809, Napoléon, à Schönbrunn, attend la signature du traité de paix. C'est l'année où il était blessé au pied, à Ratisbonne, où il y a eu la tentative d'assassinat de Stepes. Et il attendait la signature. Et il a fait venir sa maîtresse polonaise, Marie Waleska. Ils ont vécu 1 mois ensemble et elle est tombée enceinte. Il avait enfin la preuve qu'il pouvait avoir un enfant. Et c'est ça qui a précipité les choses. Et en fait, Napoléon a su qu'elle était enceinte parce qu'il avait fait venir Corvisart parce qu'il avait une lésion dans le cou. Bon, c'était une dartre, c'était pas grand-chose. Mais comme il était là et que Marie Waleska a fait un malaise, il a dit à Corvisart, il allait l'examiner. Et c'est là qu'il a dit, mais elle est enceinte. Et Corvisart en avait profité pour aller voir le fils de Stoll. Et le fils de Stoll lui avait donné un portrait de son père et il lui a dit « Je vous demande de transmettre ce portrait au médecin que vous considérez comme le plus méritant. » Et bien, quand Corvisart a commencé à avoir des tas d'ennuis, des AVC et tout, il a fait un legs spécifique de ce portrait à Hallé. Et malheureusement, la famille Hallé est mort en fait après une intervention, mais il ne pensait pas qu'il allait mourir. Donc il n'a pas fait de testament. Donc la famille l'a donné à la faculté de médecine. Et j'ai demandé à la faculté, on a dans les listes ce portrait, mais personne ne sait où il est. Il a disparu. Oui, un autre personnage qu'il a imposé, c'est Orfila, qui est un Espagnol, mais c'est le premier qui a écrit la toxicologie médico-légale, mais qui est un grand doyen de faculté de médecine et qui a fait beaucoup pour la médecine française. Et c'est Hallé qui l'avait imposé, parce qu'il n'était pas français à l'origine, il a dû se naturaliser. Là, j'ai mis un aperçu grâce à la Fondation Napoléon. J'ai pu retrouver à peu près tout ce que devait gagner Hallé chaque année. C'est énorme. En plus, je l'ai dit, je n'ai pas tenu compte des héritages. Mais c'est pour ça, il était incroyable. Quand il se déplaçait pour voir des malades qui ne pouvaient pas se déplacer et venir au cabinet, et quand il venait, il oubliait de se faire payer, et même pire, quand il voyait des factures qui traînaient sur la table, il les prenait et il payait à la place de ses patients, quoi. C'était incroyable. Mais vraiment, il n'était pas intéressé du tout par l'argent. Mais comme j'ai mis, pour Napoléon, il considérait que quelqu'un était riche à partir de 10 à 12 000 francs. Corvisart, c'est celui qui prenait le plus cher pour les consultations, il prenait jusqu'à 20 francs. Hallé prenait entre 12 et 14 francs. Les autres médecins prenaient 2-3 francs. Bon, là, c'est dans le privé, c'est très intéressant. Si peut-être, avec tout l'argent, il a quand même acheté un domaine, enfin même une grande ferme avec une ferme à côté, enfin, en Seine-et-Marne. Et je crois que ça appartenait à des descendants jusqu'à la fin du XXe siècle, où les descendants ont vécu dans ce domaine. Mais, comment ? Oui, dans les communs, c'était un domaine énorme quand même. Et en fait, en 18, il commençait à avoir des crises de coliques néphrétiques. Donc le voyage jusqu'en Seine-et-Marne est un peu pénible. Donc il a acheté des terres à Boulogne. Et ben, ces terres, vous avez
l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, qui est construit sur les terres de Hallé. Donc, en 22, il décide de se faire opérer. Et Dubois, qui est vraiment un ami, lui déconseille, puis son âge, il la goutte. Enfin, ce n'est pas un candidat idéal. Et il décide quand même de se faire opérer. L'intervention se passe bien, mais malheureusement, quelques jours après, il fait une pneumonie et il meurt de pneumonie. Donc il est enterré au Père-Lachaise. Alors là, j'ai trouvé une lettre importante parce que son voisin de droite, c'est Decaux, Alain Decaux, qui écrit à l'Académie des sciences qu'il est très embêté parce qu'à sa droite, il y a un voisin qui n'est pas trop mal, mais alors à sa gauche, il tombe en ruine. Et c'est Delambre, je ne sais pas si vous connaissez Delambre, c'est Delambre, c'est celui qui a donné la première définition internationale du mètre en mesurant un méridien terrestre. C'est Delambre, c'est un astronome. Voilà. Alors là, on peut dire qu'à Paris, il y a une maison où il y a beaucoup de descendants des Hallé. Et ils m'ont permis, dans un des escaliers, il y a un buste de Jean Noël. Et il y a une rue à Hallé sous Napoléon III qui était dédiée à Hallé. Alors, la plupart des documents, là, je vais dire quelques mots pour terminer. Bon, j'en trouvais dans les éloges de tous ceux qui l'ont bien connu et aimé, qui ont beaucoup travaillé avec lui, mais aussi grâce à Domitille, qui m'avait donné beaucoup de documents au départ que j'ai pu étudier, les documents de la famille, parce que c'est une donc, très grande famille, mais contrairement à toutes les grandes familles, comme les Murat, par exemple, quand j'ai écrit le livre sur Caroline, enfin, la mort de Caroline, j'ai pu accéder aux archives Murat, aux archives nationales. Et dès qu'on utilise un document, on demande l'autorisation. Tandis que les Hallé, donc Jean-Noël a eu un fils qui a hérité de tout. Ce fils a eu 2 fils qui sont séparés, l'héritage. Et après, il y a eu des tas de fils. Et puis tout est partagé, tout est en indivision. En particulier les 3 tableaux que je vous ai montrés au début, on a eu du mal à retrouver. Tu as dû rechercher des cousins que tu ne connaissais même pas, parce que c'était en indivision. Il y a des centaines de descendants de Hallé. En France, j'en ai rencontré un au Canada. Donc il y a des documents un peu partout. Et malheureusement, il y a un descendant, Jean Hallé, qui était médecin, professeur, membre de l'Académie de médecine. Et malheureusement, tous les documents qu'il a vus, d'ordonnances par exemple, où on pouvait identifier un patient, il les a détruits pour respecter le secret médical. Il a tout détruit. Donc il y a beaucoup de documents qui ont disparu. Mais heureusement, il avait dicté des cassettes qu'on m'avait confiées. J'ai dû écouter, parce qu'il n'avait pas écrit la biographie, mais il avait dicté beaucoup de choses sur son ancêtre. Voilà. Ah oui, bon, ça c'est... Quand Desjeunettes évoque Hallé en 1822, en fait, la médecine est revenue sous la coupe de l'Église. Et malheureusement, Desjeunettes évoque, disons, l'attirance de Jean Noël, qui était en fait très croyant et très pratiquant. Et là, ça a déclenché un chahut monstre à la faculté de médecine, et la faculté a dû fermer plus d'1 mois pour rétablir l'ordre. Voilà. Ben, je vous remercie. S'il y a des questions.